Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédiat dans lequel, vous allez le voir, on va décortiquer et décrypter l'actualité médiatique. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors Jean-Yves, on a du pain sur la planche. On va commencer avec l'image de la semaine. C'est Pierre-Alain Coutinho, un homme au cœur d'un scandale pédocriminel, vous allez le voir, qui a été présenté comme très investi dans le tissu associatif. Qu'est-ce que ce tissu associatif ? Eh bien, c'était notamment qu'il était militant LFI, mais les médias en ont assez peu parlé. Et puis on enchaînera avec le dossier du jour, c'est la visite d'Emmanuel Macron auprès de Donald Trump. Les médias se posent la question de s'il s'agit d'une réussite ou non, mais le soutiennent quand même. Et puis bien sûr, on n'oubliera pas le portrait piquant de cette semaine qui sera consacré à Monsieur Apathy, dont on va parler dans les pastilles de l'information. N'oubliez pas, avant qu'on puisse y aller, eh bien, ce sont les fameux gestes pour YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, n'oubliez pas de nous laisser des commentaires et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou si YouTube vous a désabonné. Immédiat numéro 529, on est parti. Pierre-Alain Coutinho. Avant de commencer à présenter ce sinistre personnage, eh bien, je voudrais un petit satisfecit personnel, puisque notre JT TVL de lundi dernier, qui revenait donc sur cet homme au cœur d'un scandale pédophile dont la presse a parlé à bas bruit, eh bien, a récolté plus de 470 000 vues. Pour vous mettre un peu dans un contexte de chiffres médiatiques, Quotidien ce jour-là, pour sa première partie, donc le best-of sur TMC, faisait 432 000 téléspectateurs. Sur BFM, le 20h BFM était suivi par 321 téléspectateurs. Et sur LCI... 321 000 321 000, naturellement, oui. Quant à LCI, face à Darius Rochebain, il y avait 232 000 téléspectateurs qui étaient connectés sur cette chaîne. Donc, Jean-Yves, je crois qu'on peut le dire, la presse alternative, TVL, devient concurrentielle de ces médias qui fonctionnent à gros moyens, qui fonctionnent à grande diffusion. Nous avons de beaux jours devant nous. Alors, absolument. Alors, les chiffres ne sont pas exactement comparables parce qu'une diffusion calculée sur la TNT et sur YouTube, c'est pas tout à fait pareil. Mais globalement, ce sont des chiffres, effectivement, vous avez raison de le souligner, qui sont comparables. Et je pense que ça ne donne qu'une petite mesure de l'importance des médias alternatifs, car ce sont eux qui amènent les sujets aux grands médias. Aujourd'hui, il y a un effet percé médiatique, un certain nombre d'informations qui ne paraîtraient pas paraissent grâce aux médias alternatifs. C'est précisément le cas dans cette affaire de Pierre-Alain Coutinho. de pédocriminels gauchistes dont on ne parlerait guère ou peu sur les grands médias s'il n'y avait pas les médias alternatifs pour faire le travail. Alors justement, je vais proposer à nos téléspectateurs de faire un comparatif de notre JT TVL de lundi avec le JT de TF1. Des images irregardables montrant des actes particulièrement terrifiants. Nous dit une source proche de l'enquête, avec la vidéo d'une fillette handicapée de 4 ans. Vidéo décortiquée image par les enquêteurs qui accumulent les indices et remontent jusqu'à celui qui a avoué depuis l'avoir violée. L'homme habite à Oudon, en Loire-Atlantique. Il est arrêté en octobre dernier. Son profil est d'un cynisme redoutable. Très impliqué dans le tissu associatif local, âgé de 32 ans, ancien aide-soignant, assistant familial. Alors c'est fabuleux Jean-Yves parce qu'il est flouté. On dit le tissu associatif, enfin vous avez sans doute un commentaire. Le tissu social, alors... c'est un mot de novlangue, le tissu social, c'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire au cas particulier, s'agissant de ce personnage ? Eh ben, le tissu social, c'est la CGT, dont il est membre, c'est LFI, dont il est membre, c'est l'organisation de la Gay Pride à Onsny, dont il est l'un des principaux acteurs. C'est ça le tissu social. C'est sa participation au groupe LGBTQXYZ
de LFI avec Droit nouveau, ouais, droit nouveau, voilà, avec le député Kerbrat qui avait déjà défrayé la chronique puisqu'il achetait avec son indemnité parlementaire de la drogue pour du chemsex. Voilà le tissu réseau, social, et c'est évidemment ça que les médias veulent taire ou occulter. Alors TF1, on a un peu parlé. L'affaire est un scandale monstrueux parce que c'est un acte de barbarie, mais ils ont quand même occulté le principal effet. Et c'est beaucoup sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias alternatifs que le véritable profil de cet individu a été évoqué. Valeurs Actuelles donnait déjà ces informations en octobre. Le 2 octobre, ils avaient produit un article et Ève de Souche avait fait donc la reco sur ce personnage dès le 21 février. Donc avant le JT de TF1 qui en parle seulement le 25 février. Donc ça veut dire qu'on a une actu qui est totalement à la traîne. On retrouve par ailleurs, grâce aux réseaux sociaux, des traces de l'engagement militant de ce Pierre-Alain Cottineau qui était donc bien sûr sur des listes électorales. On est là avec LFI. Et ce qui m'amuse, c'est cet article de Ouest France, réseau de pédocriminalité à Ancenis. La France insoumise dit stop aux provocations indignes, des insinuations écœurantes sur les réseaux sociaux. Le groupe LFI, dont était membre Pierre-Alain Cottineau, pousse un coup de gueule. Alors ça les bras m'en tombent. Ouest France, à qui l'Arcom a donné une chaîne de télévision, Ouest France, c'est un journal d'extrême gauche, voilà. Et donc, là, ils défendent, ils font bloc pour défendre leurs petits camarades. Alors, c'est intéressant de voir si on imagine, parce qu'il peut y avoir des brebis galeuses partout, si on imagine si un scandale de même nature avait touché un candidat du RN, ça aurait été là un bruit médiatique infiniment différent. Et ça, c'est là le biais. Parce que, c'est vrai qu'il peut y avoir, c'est pas tout LFI qui est responsable de commence à cumuler un peu avec les profils douteux, mais dans le cas inverse, ce serait tout le Rassemblement national qui prendrait. Donc il y a les gens dont l'image est protégée, il y a les gens dont l'image est dégradée, y compris le Rassemblement national. On explique qu'une petite querelle de voisinage peut être montée en épingle, un tweet de mauvais goût avait conduit à retirer un candidat alors que c'était un tweet d'humour, de mauvais goût mais d'humour. Voilà, il y a vraiment le 2 poids 2 mesures absolu, et là on est très largement dans l'occultation. Soit on n'en parle pas, soit on en parle massivement. On monte l'affaire et dans le même temps, il y a ce qu'on promeut et il y a ce qu'on occulte. C'est comme ça que fonctionne la propagande, et c'est très efficace. Il ne faut pas croire que la propagande, c'est pas efficace. La propagande, c'est efficace. Et ces gens-là font un métier de propagandiste. Place maintenant au dossier du jour. Macron s'est rendu auprès de Donald Trump. Les médias étaient souvent très enthousiastes. Ils ne savent pas encore si cela a été utile, mais ils sont quand même enthousiastes. Je vous propose pour commencer peut-être de regarder cet extrait de BFM qui est très parlant. Il s'est passé quelque chose dans cette pièce qui n'est pas habituel, Ulysse. Il y a eu un moment où Donald Trump a dit « Macron a réussi à me convaincre, presque à me retourner, si j'ose dire ». Et c'est vrai que la force de conviction d'Emmanuel Macron est très importante face à Donald Trump, mais il y a d'autres interlocuteurs. Il y a notamment Poutine qui a dû regarder la conférence de presse au Kremlin. Macron a retourné Donald Trump. Alors ça c'est extraordinaire. Alors, c'est la prise de catch. On est sur BFM TV, et la personne qui parle, c'est Lise Cosset, qui est un agent démocrate américain qui a toujours défendu la thèse démocrate américain, adversaire de Trump, et qui évidemment sur l'échiquier politique français est trumpiste, voilà. Donc il est tout à fait dans son rôle de faire l'éloge du président Macron qui aurait retourné... Il est macroniste, du coup, vous vouliez dire, pas trumpiste. Oui, il est macroniste, absolument. Il est macroniste, oui. Et vous avez dit une formule que j'ai trouvée assez bonne au départ, vous avez dit « Macron s'est rendu
auprès de Trump. Oui. Il s'est rendu un peu dans tous les sens du terme, je pense. Le poids et le choix des mots, en effet. Voilà. Toujours intéressant. On a un article de Sud-Ouest, guerre en Ukraine, une visite réussie. Plusieurs diplomates français réagissent à la rencontre Macron-Trump à Washington. Là, vous avez peut-être aussi un commentaire. Oui, alors il y a un Plusieurs décalage. diplomates, voilà. Il y a un décalage entre le contenu de ce que disent les diplomates et le fait qu'on a l'impression que ça y est, ils sont énamourés par Macron et par sa réussite. Il y a Gérard Haraud, qui est ancien ambassadeur de France à Washington, mais aussi démocrate de sensibilité, hein, enfin démocrate au sens américain du terme. Nous verrons dans quelques jours si cela aboutit à quelque chose. Bon, c'est pas d'un enthousiasme Débordant, voilà. Mais le titre de Sud-Ouest, alors Sud-Ouest, c'est pareil, hein, que Ouest France, c'est la PQR, c'est la presse régionale subventionnée, la presse de gauche régionale subventionnée. Voilà. Alors, il y a aussi l'AFP qui a commis une vidéo qui s'intitule de la façon suivante « Quand Macron contredit Trump en direct sur l'aide à l'Ukraine ». Je vous propose qu'on regarde. Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total efforts, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. To be clear, If you believe that, it's okay with me. C'est particulièrement intéressant aussi. On a Emmanuel Macron qui ne contredit pas vraiment Donald Trump. Il vient préciser quelque chose pour dire qu'en fait, on a donné l'argent, qu'on ne le récupérera pas. Quand Donald Trump, lui, récupérera une partie de ses pièces, de ses pions, des pions de Joe Biden, hein, en réalité. En métaux rares, en minerais rares. Et d'ailleurs, si vous voulez, ce qui est assez amusant, c'est que le gouvernement français est maintenant tout à fait à la remorque de ça, puisque le ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, explique, mais si, on est en train de négocier aussi les métaux rares ukrainiens depuis le mois d'octobre, on s'y intéresse. Donc il court un petit peu derrière l'actualité, quoi. Et cette expression à la remorque elle sera parfaite pour enchaîner avec l'article du Monde. À la Maison-Blanche, la rencontre entre Donald Trump et Emmanuel Macron illustre la distance qui se creuse entre les alliés. Et l'image d'illustration de cet article est particulièrement bien choisie. On a Macron tête basse qui suit Donald Trump. Donald Trump, lui, qui est tête haute, le regard assez lointain, assez impérial vers le photographe. Donc on a en quelque sorte Macron qui est un petit suiveur de Donald Trump, ce qui s'est vraisemblablement passé. Alors, dernier élément, quand J.D. Vance est venu à l'Élysée, il n'y avait personne pour l'accueillir sur le perron. Et quand Macron est arrivé à la Maison-Blanche, Macron étant quand même président, il n'y avait personne pour l'accueillir, par une porte qui n'était pas la porte principale, et en gros c'est la stagiaire qui était à la sortie de la voiture, quoi. Les stagiaires c'est très bien aussi, hein. Oui, enfin il a refait, pour être tout à fait exact, un accueil mis en scène avec Donald Trump, mais plus tard dans la journée. Mais effectivement, il est arrivé dans un premier temps sans être accueilli officiellement. Ils ont mis en scène cet accueil plus tard, selon les disponibilités, vraisemblablement de Donald Trump. C'est ce qui s'est passé. Mais dans les faits, effectivement, il est arrivé tout seul. Et on a un article de Paris Match, c'est toujours intéressant, la presse féminine. Il ne faut pas être faible, les secrets d'Emmanuel Macron sur son face-à-face avec Donald Trump. Alors là, si vous voulez une leçon de leadership, je vous invite à aller lire cet article de Paris Match. On a également une revue de presse en deuxième page sur Google Actualité, pas en première, de Radio France, un sentiment de décalage pour parler de cette rencontre. France Info, un voyage éclair qui, a priori, n'a pas été inutile. Ça fait quand même beaucoup de questionnements et de négatifs pour une seule phrase, mais tout de même. Libération également, derrière les sourires de façade, un mur se dresse. Jean-Yves, vous avez peut-être un commentaire à faire sur ce qui est intéressant, c'est vraiment l'article de Gala, de l'article de Paris Match, et les articles précités étaient mis en avant, et les articles un peu de doute sont en deuxième page.
C'est ce qui explique qu'il l'est encore. Quand on demande aux gens est-ce qu'ils ont une bonne opinion de Macron français, il y a encore 25% qui disent oui. Ce qui est, par rapport à ses réussites intérieures et à son audience internationale qui est quand même effondrée, c'est quand même beaucoup, 25% de oui, ça prouve l'efficacité de la propagande. Oui. Il y a eu un montage qui est pas mal sur Macron qui serait à la table des négociations, parce qu'en réalité, il ne le sera pas. C'est bien ce qu'on aura compris avec cette visite, c'est que nous sommes tellement à la traîne que nous ne serons pas assis à la table des négociations, mais je vous montre quand même ce mème qui est pas mal. C'est un petit montage vidéo, évidemment, créé sans doute par IA ou par quelqu'un qui manie bien Photoshop, voilà, qui résume bien la situation où il y a Poutine et Donald Trump qui sont sur cette gigantesque table dont on se souvient, ils sont côte à côte, et Emmanuel Macron qui est vraiment tout au bout. Pour ceux qui ne regardent pas, voilà l'audio-description. Alors, sur le fond, il faut quand même bien comprendre que la position naturelle de la France, c'était d'être un peu en dehors du conflit russo-américain ou du conflit russo-américano-otano-ukrainien. Les Occidentaux et les Français, les Européens, se sont mis complètement à la remorque du pouvoir démocrate américain, qui était un pouvoir va-t-en-guerre. Le pouvoir va-t-en-guerre a été renversé par Trump. Trump est sur une logique de recherche de relations plus pacifiques avec la Russie. Et donc, les va-t-en-guerre de l'étape d'avant, ils sont lâchés, abandonnés. Demi-tour. C'est la conséquence de la politique qui a été suivie, qui était la conséquence d'une politique inconséquente. Voilà. On assiste à un freinage d'urgence, là, en fait, en réalité. Ce qui est notable, en revanche, c'est que toute cette propagande médiatique, elle a quand même un fort impact sur les Français, parce que un sondage Odoxa demande aux Français s'ils pensent qu'un conflit militaire en Europe pourrait avoir lieu dans les années à venir. 72% des Français pensent que oui. Et puis, 21% des Français sont pour un soutien à une intervention de l'armée française en Ukraine pour combattre la Russie. 21%, ça fait quand même beaucoup encore. On pourrait leur offrir des sacs à dos, hein, peut-être, ouais. Et puis des drones, quoi. Non, alors, ça prouve l'efficacité de la propagande. Voilà. Et alors, la propagande médiatique est d'autant plus efficace qu'elle était en gros univoque et que tous les politiques, ou presque, se sont alignés sur la propagande médiatique. Donc, il y a l'enfer d'une pensée unique qui se répand sur l'opinion, et l'opinion, elle a peu de moyens de juger par elle-même sur une guerre qui se passe à 2000, 2500, 3000 kilomètres. Donc, voilà, l'opinion est aveuglée par les faisceaux de propagande et par l'absence de discours, ne serait-ce que critiques ou réservés, à part effectivement quelqu'un comme Mariani, qui a tenu un discours critique sur cette guerre depuis l'origine. Sinon, il y a un alignement général, évidemment. Les gens, ils suivent ce qu'on leur dit de suivre. Et c'est pour ça, chers téléspectateurs, que c'est important de regarder Immédiat, et c'est pour ça aussi qu'il est important que vous parliez d'Immédiat autour de vous, afin d'ouvrir les yeux à tous ces gens qui ne regardent que les grands médias traditionnels qui sont à la ramasse sur ce genre de sujet. On a également, et c'est particulier aussi, vous allez voir, sur CNews, un commentaire de Pascal Praud, Elisabeth Lévy et Vincent Herouette. Emmanuel Macron est vraiment quelqu'un d'intelligent, donc il y a un mystère. Il est sympathique et séduisant. Oui, on va voir si ça marche avec Trump. Parfois, je le rencontre. Je suis quand même, il va être désagréable avec moi, et où on n'est pas toujours gentil sur le plateau. On est bon. Il est toujours gentil, prévenant, sympathique, séduisant. T'es démuni parce que Mais il n'est pas sincère. Mais peu importe qu'il soit pas sincère. Déjà, ne pas l'être, c'est déjà... qu'il vous porte. Mais je vous dis pas, ça, il a plein d'amour pour moi. Je dirais, je suis pas assez fou pour penser ça. Je vous dis que il est agréable et séduisant.
Ça me captive, ça, Jean-Yves, parce qu'on se demande, est-ce que c'est de la naïveté ou un attrape-couillon ? Tout le monde sait que les hommes politiques sont là pour être séduisants et on dirait qu'ils tombent des nues. Il y a plusieurs manières, si vous voulez. Il manie la carotte et le bâton. Il est peut-être séduisant quand il rencontre Pascal Praud et il ordonne à l'Arcom de fermer C8 et d'envoyer des remontrances régulières à CNews. Voilà. Bah écoutez, Jean-Yves, après la carotte et le bâton, place au pastille de l'information. Direction la Roumanie où Călin Georgescu a été arrêté. Il a été conduit au parquet général pour être interrogé par la justice roumaine. C'était mercredi. Toute la presse a repris ces termes de Călin Georgescu inculpé. Toute la presse dit le candidat d'extrême droite. Tout le monde est unanime sur la question. Que s'est-il passé ? Eh bien, Călin Georgescu a été placé sous contrôle judiciaire. Il ne doit pas quitter la Roumanie. Il ne peut pas utiliser ses comptes sur les réseaux sociaux, ni porter une arme et devra pointer régulièrement auprès de la police. Jean-Yves, on estime... Pour l'instant, ce sont des infractions présumées. On estime qu'il a fait de fausses déclarations sur les financements de campagne. On recherche là actuellement des éléments de preuve pour atteinte à l'ordre constitutionnel, pour détention d'armes, pour trouble à l'ordre public, pour création d'une organisation raciste et apologie de crimes de guerre. Je rappelle, Jean-Yves, que les prochaines élections en Roumanie... elles ont été annulées dans un premier temps. C'était Călin Georgescu qui avait obtenu le plus de voix d'ailleurs. Le prochain tour aura lieu le 4 mai. Et si aucun candidat ne remporte plus de la moitié des suffrages, le second aura lieu le 18 mai. Călin Georgescu, peu de médias le soulignent, mais allait justement déposer sa candidature. On était à 3 heures avant le dépôt de sa candidature quand il a été arrêté dans sa voiture. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, tous ces médias qui sont unanimes ? C'est assez extraordinaire. C'est la rupture des règles démocratiques. Ouais. La démocratie, c'est quoi ? C'est on laisse des gens différents se présenter aux élections et on compte les voix. Voilà, c'est à peu près ça. Aujourd'hui, la démocratie telle qu'elle est défendue par l'Union européenne, ne sont valables que les candidats qui sont conformes à une doxa politiquement correcte, à la fois en politique étrangère. En l'occurrence, il faut être hostile à la Russie, et en politique intérieure, il faut être favorable à tous les délires wokistes. Si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, à ce moment-là, on va vous déclarer inconstitutionnel. Ceci étant, en France, on a eu une manipulation judiciaire majeure en 2017 avec l'affaire Fillon, qui était peut-être un peu moins grossière que ce qui se passe en Roumanie, mais c'est le même esprit. Alors en Roumanie, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y avait eu quand même des semaines et des semaines de mobilisation de la population. La presse n'en avait là encore pas tellement parlé. On verra ce que l'avenir offrira à la Roumanie, mais c'est un dossier à suivre de près et avec l'œil critique bien ouvert. Place aux élections allemandes, Jean-Yves, maintenant, parce qu'elles ont eu lieu. Le scrutin a été remporté par Friedrich Merz, 69 ans, qui représente l'aile conservatrice de la CDU. Il s'était allié à la CSU pour remplir son score. Vous avez sans doute un commentaire à faire, Jean-Yves, sur ces élections, notamment sur les premières estimations qui ont eu lieu. L'un des enjeux de cette élection, c'était de savoir quel score ferait l'AfD, qui est le parti identitaire. Et les premières estimations le mettaient en dessous de 20%. Il est en fait au-dessus de 20%, près de 21%. En ayant doublé ses voix par rapport à l'élection précédente, où il avait déjà doublé ses voix par rapport à l'élection précédente. C'est-à-dire ils sont passés de 5% à 10% et de 10% à 20%. Ce qui est évidemment un séisme politique en Allemagne. Alors, après, il peut y avoir un certain nombre de commentaires sur le fait que l'Allemagne est toujours coupée en deux, en quelque sorte, puisque l'AfD est plutôt très forte en tête dans les Landes de l'Est
et que les chrétiens démocrates sont en force plutôt à l'ouest. Il y a aussi beaucoup d'incertitudes sur la constitution d'un gouvernement de coalition avec qui va s'allier Merz. Probablement les socialistes et probablement peut-être aussi les Verts, on ne sait pas encore, mais les choses sont à suivre. En tout cas, sur ce commentaire de deux Allemagnes, il n'y a quasiment que Mediapart qui a suivi justement cette carte et qui parle des cartes électorales qui redessinent la frontière Est-Ouest. Et finalement, nos médias, là encore, sont très à côté de la plaque sur cette élection allemande. On avait par exemple BFM TV qui avait fait un reportage quelque temps auparavant avec une journaliste qui est interrogée en plateau, c'est sur BFM2, donc leur médias numériques, et il cite le propos de cette dame en disant « Pour les Allemands, ce parti d'extrême droite est un parti nazi, un parti qui attise la haine et qui met en place la discrimination et l'exclusion. » Or, Marie Gentrick, la reporter de BFM, qui est en Allemagne donc pour suivre ces élections, ne disait pas du tout cela. Elle parlait non pas des Allemands, mais des électeurs anti-AfD. Et donc là, on a vraiment des médias qui sont en dessous de tout, quoi. Parce que les Allemands, c'est quand même généralisant, alors que les électeurs anti-AfD, c'est une autre part. On voit bien comment un média comme BFM, qui est un média macroniste, reprend en fait le logiciel d'extrême gauche. Puisqu'on prend comme une vérité le point de vue, effectivement, les électeurs d'extrême gauche anti-AfD, ils pensent que c'est un parti nazi. Et BFM TV dit, puisque l'extrême gauche le dit, ça doit être ça. Voilà. Pas la journaliste d'ailleurs, mais le titre. Là, on a le biais classique, on y revient souvent, le biais entre le titre et le contenu qui est souvent assez différent. Et là, ils osent mettre des guillemets, ce qui est particulièrement intéressant. On a une intervention de Régis Le Sommier qui était sur CNews pour parler justement de cette façon de voir les choses, de voir l'AfD, de voir les électeurs de l'AfD. C'est assez d'ailleurs déroutant de voir comment elle est traitée médiatiquement en France. D'ailleurs, sa leader, comment a affiché son homosexualité. Elle vit avec une femme. On n'est pas dans une résurgence d'un parti comme je vois dans plusieurs médias qui serait nazi, etc., avec des relents historiques. On est dans quelque chose qui est complètement différent. Une fois de plus, la vérité, peut-être pas, mais un point de vue plus complet, plus nuancé, vient de la presse alternative, puisque Régis Le Sommier, qui là parle sur CNews, est à la tête lui-même d'Omerta, qui est un des fleurons des médias alternatifs. LCI, vous le savez, qui nous fascine particulièrement dans l'immédiat, a produit un petit extrait vidéo qu'on vous passe, vous allez voir, c'est une pépite. Moment, il continue à être livré. Donc on peut rester optimiste. Voilà. Si les Européens prennent la relève, la guerre peut continuer pour reconquérir Donbass et Crimée. Alors si la guerre continue, c'est optimiste selon Darius Roche. On peut être optimiste si la guerre continue. C'est quand même un propos... C'est cynique un peu, non ? Très, très cynique. Je ne sais pas s'il mesure complètement ce qu'il a dit, ni s'il imagine quand même ce qu'est la réalité de la guerre. Enfin, je sais pas. On pourrait nous reprocher d'avoir pris seulement quelques secondes, mais enfin, il faut redire à nos téléspectateurs que LCI sont vraiment ils proposent énormément de contenu de ce même acabit. Donc, c'est répéter. Par exemple, encore sur LCI, ils ont réussi à faire un bandeau qui s'intitule de la façon suivante « L'armée